Bienvenue dans l'émission Bini Payard. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui veulent y aspirer. Mon premier invité est Abdel Ali El-Badawi, un homme au parcours atypique. Il n'a ni brevet ni bac, et pourtant il a connu 1000 vies professionnelles. Aujourd'hui, il murmure à l'oreille des dirigeants du CAC 40 et des politiques. Ce secret, l'engagement. Concrètement, il permet à 1,5 million de personnes précaires d'accéder à la santé de chaque pays, à des femmes de trouver des lieux d'accueil lorsqu'elles sont en difficulté. Abdel Ali a reçu le prix du citoyen européen par le Parlement européen et fait-le à Choca 2023. Ma deuxième invitée est Lumna Xibi, la cofondatrice de la start-up Meet My Mama, a servi de traiteur qui révèle les talents de 200 femmes chefs françaises, migrantes ou réfugiées venues du monde entier. Lumna a reçu plusieurs prix et distinctions de le Forbes Europe de moins de 30 ans et le Bold Women Award. Deux vraies belles personnes qui essaient chacune à son niveau de montrer un autre possible pour un futur plus divers et épanoui. Bienvenue à vous deux qui nous rejoignez. C'est parti pour deux rencontres très inspirantes. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Abdel Ali El-Badawi, autodidacte génial. Sa ténacité et sa passion pour l'aide sociale l'ont mené à faire des banlieues santé qui visent à innover dans le domaine médical et réduire les inégalités de santé. Ce parcours est un magnifique témoignage de l'importance de la persévérance et de l'entrepreneuriat au service du bien-être humain. As-tu une histoire personnelle qui justifie cet engagement aussi passionné? Ouais, je pense, déjà merci, bonjour à toi Virginie. Je pense déjà l'éducation de nos parents, ce qu'ils nous ont apporté, mais aussi la succession de différentes situations de vie, des parcours de vie, des accidents qui ont fait aujourd'hui ce que nous sommes devenus et ce que je suis devenu, ce qui permet aujourd'hui de transformer positivement la société. Et il y a une réalité, c'est que souvent un échec, on le voit comme quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Moi, j'ai décidé de vivre des échecs, mais surtout d'en faire en sorte de les transformer en solutions, en effet extrêmement positifs pour la société, pour moi-même, mais aussi surtout pour la société et pour le commun, parce que c'est éminemment important d'être utile aux gens, d'être en priorité utile à celles et ceux qui en ont le plus besoin. D'accord, tu parles d'échec, mais tu as connu un échec personnel? Oui, tout à fait, un accident de vie. J'ai eu un accident qui j'ai été brûlé à près de 70% de la surface de mon corps. Donc, tout de suite, j'ai compris la question des inégalités sociales. Mon père a été touché d'amiante et de silicose, comme beaucoup de travailleurs immigrés. Et c'était transformer cela en solution plutôt qu'en colère. Et tu as, parmi toutes les professions que tu as exercé la fonction d'homme de ménage en EHPAD, d'infirmière libérale. Et en quoi ces expériences t'ont aujourd'hui aidé pour ce parcours qui est quand même très exceptionnel? Oui, j'ai effectivement commencé en tant qu'homme de ménage pendant près de 7 ans et auxiliaire de vie à l'hôpital et dans plusieurs structures de soins de santé. J'ai beaucoup appris. Vraiment au travers de ce métier, parce que la femme ou l'homme de ménage, elle prend plus de temps auprès des personnes malades. Parce que le temps de s'occuper de la chambre, on prend 10, 15, 20 minutes, voire 30, et on discute avec le malade, et donc on prend le temps d'écouter le patient. Et ça a été vraiment hyper enrichissant et extrêmement constructeur dans ce que je suis devenu pour devenir infirmier par la suite et reprendre des études. C'est-à-dire que ça t'a apporté de plus? Ça m'a apporté une forme de compréhension des problématiques que vivent les gens, vivent les patients, et puis surtout une forme d'humilité. D'humilité qui est pour moi éminemment importante dans notre travail. Je crois que celles et ceux qui sont les moins visibles, les femmes de ménage, sont aussi celles qui apportent une valeur ajoutée à notre société. Et donc c'est comme ça que moi j'ai compris les choses, et donc c'est ce que j'essaie de transcrire dans mon travail. C'est-à-dire, quelle valeur ajoutée apporte-t-elle? Comment?
quelle valeur ajoutée? La valeur ajoutée de l'aide, du soutien, de l'écoute, de la bientraitance, de la bienveillance à l'égard des gens. Et ça a été éminemment fondateur pour mon métier et pour aussi l'organisation que je porte. Et quelle est, d'après toi, la solution pour lutter contre les inégalités sociales? La solution, elle passe déjà par faire en sorte que les gens qui sont touchés par les inégalités sociales, ils sont vus plutôt comme une solution, plutôt qu'un problème, plutôt comme une solution. Capaciter les gens, leur permettre d'être utiles eux-mêmes et de se dire comment je peux comprendre la santé, ma santé. Et donc, pour lutter contre les inégalités sociales de santé, il faut déjà prendre en compte un chiffre. Il y a près de 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Et donc, c'est ce millefeuille d'inégalités sociales qui amène les gens à être en situation de vulnérabilité sanitaire. Et puis aussi, je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'écouter et de faire en sorte d'embarquer celles et ceux qui font déjà des choses sur le terrain, essayer de leur donner des outils, les informer, les former pour pouvoir être acteurs de leur santé. Et il me semble avoir entendu dans une interview à laquelle tu répondais que les femmes aussi pouvaient être une solution. Elles sont surtout la solution. La question des inégalités sociales, c'est elles qui aujourd'hui sont en première ligne des inégalités sociales, les femmes. C'est-à-dire ? Elles portent le poids de la vie, elles portent la vie et elles sont pour moi les solutions aux inégalités sociales. C'est pour ça qu'on a décidé de créer des programmes comme le programme Femmes Ressources où elles ont des ressources et on transforme ces femmes en ressources dans leur territoire où elles peuvent être acteurs de la santé, elles sont ambassadrices en santé et bien d'autres choses. Et donc pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on essaye d'ailleurs de transformer en solution de droit commun. Donc on discute avec l'État qui aujourd'hui finance, contribue avec les partenaires privés à déployer nos dispositifs de droit commun portés par les femmes. Et aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs associations, Polieu Santé, Climat, Cool, Café des femmes. Et tu t'attaques à tous les angles morts des politiques sociales. Comment expliques-tu ta réussite ? La réussite, elle ne vient pas de moi, en fait, à titre personnel. La réussite, elle vient d'un collectif. Elle vient de plusieurs personnes qui se sont agrégées au projet et qui ont réussi à vraiment être à l'écoute et surtout avoir la confiance pour pouvoir transformer ce projet. Moi, je pense à mes collaborateurs et mes collaboratrices, mais je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin au projet, que ce soit des partenaires privés, des partenaires étatiques, mais aussi parfois même des gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues. En vrai, ils ont été utiles au projet. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Et pourquoi ? C'est important de le dire parce que résoudre les inégalités sociales, c'est une question de commun, c'est une question d'humanité. Et je pense sincèrement qu'il y a du bien, même chez les gens qui te veulent du mal. Et donc, pour moi, c'est aussi ça la force. C'est comment, intimement, je suis convaincu qu'individuellement, on peut y arriver pour arriver à quelque chose de collectif en termes de force et de solutions. Et comment fais-tu, Thomas, pour trouver les personnes qui t'ont accompagné sur ce projet ? Je pense que c'est prendre le temps d'écouter les besoins, ce qu'elles veulent apporter au projet. Ce n'est pas le projet, c'est d'abord qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter à titre individuel. Et il y a une réalité, c'est que souvent, moi, quand je parle à des futurs collaborateurs ou collaboratrices ou partenaires, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire ? Et qu'est-ce que vous savez faire ? J'impose pas le projet, mais je dis comment toi, tu peux vraiment avoir une valeur ajoutée au projet. Et ça, c'est pour moi éminemment important dans un projet. Magnifique. Considérer les autres. Et tu te développes également à l'international, donc ça veut dire, si je comprends bien, que tu as mis en place un système, une stratégie qui se duplique. Oui, bien sûr. En fait, tous les projets que je porte ou qu'on porte ensemble avec l'équipe, ils sont simples, impactants et duplicables. Peu importe dans le territoire où on va, dans le monde ou dans la ville où on va, le pays où on va. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une recette assez particulière, c'est qu'on prend le temps avec celles et ceux qui sont sur le terrain, qui sont localement installés, impliqués. Et c'est avec elles qu'on concerte. Et la concertation, elle est éminemment importante. C'est-à-dire comprendre leurs besoins, leurs réussites, parce qu'il y a une réalité. Vous pouvez venir vouloir être utile aux gens, et au contraire, vous pouvez hyper vulnérabiliser vos publics. Et ça, mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire hyper vulnérabilité ? Vous pouvez avoir une action sociale pour des gens qui en ont besoin, et vous pouvez déstabiliser un écosystème qui est déjà bien installé, qui est déjà fort. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est justement d'arriver dans des lieux où on ne vient pas déstabiliser, mais renforcer, voire transformer avec eux un projet beaucoup plus pérenne, dans le temps long. D'ailleurs, nous, on a une méthode, c'est
des actions sucre rapide qui vont créer la confiance, comme un dispositif comme Plus belle la vue, qui est un dispositif d'accès aux lunettes qu'on a mis en place. Et alors, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. C'est par exemple à Marseille, c'est à peu près 600 personnes il y a quelques jours qu'on a permis d'avoir accès à des lunettes et une consultation ophtalmo avec un partenaire qui est OneSight, la Fondation des Silors. Et donc avec elle, on a identifié, mais aussi les acteurs de proximité, les acteurs sociaux, on a identifié un certain nombre de bénéficiaires qui n'avaient pas de droit. Et donc, on a permis à ces personnes-là d'avoir une consultation ophtalmo et un appareillage en lunettes. Et donc, ça, c'est une action rapide. Ça crée la confiance et avec ça, on peut transformer le projet en sucre lent. Et donc, on crée des lieux de vie comme le Café des Femmes, les centres de santé participatifs. Tout ça avec une volonté très claire d'avoir une réponse de droit commun. Donc, c'est ça ta recette. C'est d'abord des sucres rapides, puis des sucres lents. Exactement. Les deux sont complémentaires et les deux vont avec. D'accord. Et est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays que... Les spécificités, elles sont d'un point de vue politique, économique, social, parfois historique. Donc nous, on ne vient jamais pour dire on a la solution, on vient juste d'abord comprendre à ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà proposé des solutions. Parce qu'ils sont enrichissants aussi en termes de solutions pour d'autres pays. Donc on vient voir quelles sont leurs forces et comment on renforce leurs forces et comment ça permet en fait de transformer les projets. Donc oui, il y a forcément des spécificités par territoire, par pays. Il y a la langue, il y a aussi beaucoup d'autres choses, les aspects culturels, les habitudes de vie, sociales et économiques. Et donc tout ça, c'est une vision pour nous qui est de cartographier tout cela pour les mettre autour de la table. Et comment vous faites? Combien de temps ça prend? Ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'on dit, c'est prendre le temps qu'il faut pour réussir le projet. Parfois, ça va très vite, parfois, ça met plus de temps. Et surtout, ça met du temps, parfois, mais avec une réponse qui va être beaucoup plus impactante sur le territoire. Et ça, c'est éminemment important. Prendre le temps d'écouter les gens, c'est vraiment une force assez forte. Et parmi tous les projets que tu as développés, quel est le dernier projet dont tu es le plus fier? En fait, on est fiers de tous les projets. Je crois que... Il n'y en a pas un arrêteur qui... Oui, effectivement, là, il y a en ce moment Banlieue Climat qui est en train de grandir aussi. Il y a Banlieue School aussi qui est en train de sortir du lot. Donc, vraiment, tous les projets sont hyper impactants. Le Café des Femmes, le centre de santé qu'on est en train de déployer, c'est toutes des réussites à leur niveau. Moi, je suis très fier surtout de mes équipes qui portent ce projet à bras-le-corps. Et puis surtout des soutiens économiques et des soutiens politiques, étatiques, des administrations qui nous aident et qui nous font confiance pour transformer nos projets en droit commun. Et au niveau des entreprises, qu'est-ce que vous pourriez leur apporter en termes de compétences, de connaissances? On le fait un peu déjà avec des acteurs économiques et des acteurs privés, pour ne pas citer par exemple des grands groupes avec qui on discute, avec qui on apporte des valeurs ajoutées sur la question sociale. On essaye de vraiment transformer aussi la dimension de réflexion du COMEX. Donc on discute avec des COMEX, on vient présenter les initiatives auprès des COMEX et des dirigeants, des top managers sur ces enjeux sociaux qui aujourd'hui nous tiennent à cœur. Et donc... je crois surtout que l'ambition, c'est surtout de leur faire entendre que la réponse, elle peut aussi venir d'en bas et elle ne vient pas surtout d'en haut. Et donc, c'est comment il y ait une vision ascendante et pas forcément que descendante pour répondre aux enjeux sociaux dans notre pays et puis dans notre monde. Donc, c'est ça, en fait, que tu murmures à l'oreille de toutes ces personnes aujourd'hui. Oui, alors. Que tu murmures d'autres secrets aussi. Effectivement, j'essaye de vraiment faire en sorte que les décideurs politiques, les chefs d'État avec qui je discute dans le monde, mais aussi les acteurs économiques avec lesquels je parle, les patrons, etc., en leur disant, en réalité, pour réussir la transformation aujourd'hui d'une action qui sera beaucoup plus humaine et beaucoup plus proche des gens les plus vulnérables, ayez l'humilité de prendre en compte justement ces personnes avec leur vulnérabilité, mais surtout leur force. Parce que c'est ce que nous disons, dans leur force, dans leur vulnérabilité, il y a des grandes forces. Et c'est ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui que je murmure et bien d'autres choses. Merci beaucoup pour cette magnifique projet de la coulisses de l'entrepreneuriat social. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Lubna Chibi. Dans ses études, Lubna rêvait de donner vie à des projets à fort impact social et environnemental.
Elle est passée en action en créant Meet My Mama, qui permet à des femmes au foyer, des migrantes, des réfugiés passionnés de cuisine, de conquérir le cœur et le palais en proposant des services de traiteur. Est-ce que tu veux bien me raconter la genèse du projet Meet My Mama? Alors, la genèse du projet Meet My Mama, c'est venu du fait qu'on a grandi avec des mamas qui étaient passionnées par la cuisine, qui étaient hyper talentueuses. Et on s'est toujours dit, mais pourquoi ces femmes ne deviennent pas chefs? Pourquoi 90% des chefs sont des hommes? Alors que elles sont incroyables et on a envie d'avoir accès à leur cuisine. Et donc, on a grandi avec ces femmes-là. Et sur mon parcours, j'ai rencontré Donia, avec qui on avait créé un premier projet qui s'appelait Mama Cooking. Et Youssef, de son côté, avait créé Mama's Kitchen. Donc c'était vraiment deux projets ultra similaires. Quand on s'est rencontrés, on s'est même dit mais on est peut-être en concurrence. Et finalement, on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait les mêmes valeurs. Et ça a donné la jeunesse de Meet My Mama, avec cette forte volonté de se dire ces femmes-là, elles méritent d'être chefs, d'être plus visibles et de pouvoir vivre durablement de leur passion. Que vous êtes sûr que c'est la seule chose que vous avez créée ensemble? Oui, entre-temps, on a créé des liens très forts avec mes associés. Donia, aujourd'hui, est l'une de mes meilleures amies. Youssef, on s'est mariés. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du projet Meet My Mama. C'est des rencontres pro-perso. C'est complètement génial. Ouais. Et où vous trouvez ces mamas? Alors, les mamas, il y en a partout. C'est-à-dire il y en a partout, mais nous, notre rôle, c'est de dénicher les meilleurs chefs de France. Donc, on va vraiment faire un effort pour essayer d'aller chercher les pépites là où elles sont. Et elles sont partout. Elles sont déjà originaires des 4 coins du monde. On a des mamas qui sont originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe. Et donc, on s'est dit, on va essayer de dénicher ces talents-là. Peu importe d'où elles viennent, peu importe leur origine, peu importe leur background aussi. On va aller chercher des chefs très diplômés qui ont de grandes expériences, mais aussi des chefs qui n'ont pas forcément eu la chance de commencer leur carrière. Donc on ne se met vraiment pas de barrière pour trouver les meilleures pépites. D'accord, et vous les trouvez comment Alors, soit via, grâce à des émissions comme celle-ci. Dès qu'on passe à la télé, on a énormément de mamas qui nous contactent. Donc, merci à la presse qui relaie notre initiative. Grâce aussi aux réseaux sociaux. On est hyper présent sur Instagram, LinkedIn, etc. Donc, on reçoit beaucoup de demandes. Grâce à des assos partenaires et aussi grâce à Pôle emploi qui nous envoie énormément de mamas. Donc, on a beaucoup de demandes entrantes et on espère un jour pouvoir révéler des milliers de femmes. Et ça représente combien de femmes à peu près aujourd'hui? Des femmes, alors il y a 2000 mamas qui ont tapé à la porte de Meet My Mama et qui ont envie de faire partie de nos programmes. On a accompagné environ 200 femmes et là on est sur des promos de 10-15 mamas à Paris et à Marseille. D'accord, génial. Et aujourd'hui, vous avez plus de 1500 clients. Ouais. Et comment avez-vous fait pour les trouver aussi rapidement et créer une relation d'une telle complicité? Les clients et nous, c'est une belle histoire. On n'avait pas forcément pour idée de faire du B2B quand on a créé Meet My Mama, mais c'est vrai que rapidement, les entreprises sont venues à nous en nous disant mais on en a marre de nos petits fours habituels, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de diversité culinaire, on a envie d'avoir de l'impact social et environnemental, on a envie de faire du bien à la société et on sent qu'on peut le faire avec vous. Et les clients sont venus nous voir avec cette demande et on s'est dit allons-y. Et du coup, rapidement, on a eu des premiers grands groupes comme BNP, AXA, et ensuite des groupes et des clients encore plus exigeants comme LVMH. Et on a rapidement fait des très beaux lieux. On a fait le château de Versailles, on a fait la Tour Eiffel, on a fait le Petit Palais. Et franchement, je remercie ces clients parce qu'ils ont su nous faire confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, on répond à leurs besoins aussi bien en termes d'impact, en termes de diversité culinaire, mais aussi en termes de qualité et d'expérience. Ce qu'on propose chez Meet My Mama, c'est des voyages culinaires qui sont assez inoubliables. C'est de la qualité en termes de plats, parce que tout est fait maison, tout est frais et tout est bon, forcément, parce que c'est fait par des mamas. Donc finalement, quand ça correspond à un besoin, les clients sont là.
Mais d'ailleurs, il y avait quand même des clients, je dirais, particulièrement présents, parce que certains sont devenus des amis, certains sont devenus des mamas, et certains sont devenus des investisseurs. Ouais. Donc, comment avez-vous créé cette connexion aussi forte? Que ce soit avec les clients ou avec toutes les parties prenantes avec qui on travaille, nous, ce qu'on aime chez Meet My Mama, c'est de travailler avec des individus, des humains et pas forcément des fonctions. Et donc, quand j'ai une personne devant moi, j'aime bien, on aime bien, pas que moi, nous intéresser avec qui on parle, avec qui on discute, quelles sont les valeurs qu'on a en commun. Et finalement, on arrive à créer ces liens hyper profonds et on n'a pas de mal à donner de l'amour et à en recevoir. Et donc, ça a créé un lien hyper privilégié avec les clients. On a des clients, en effet, qui sont devenus soit investisseurs, soit qui sont hyper partie prenante, et c'est eux qui nous aident à démarcher d'autres clients, etc., qui nous trouvent des mamas aussi. Et ça, c'est pareil avec, que ce soit les mamas. Les mamas aussi sont investisseurs de Meet My Mama. Lors de notre première levée, c'était hyper important pour nous qu'elles entrent au capital. Et elles sont devenues des personnes hyper proches, mais même les livreurs. Moi, plusieurs des livreurs étaient à mon mariage et c'est génial comme ça. On a le droit de bien s'entendre avec les personnes avec qui on travaille et il faut même, je pense, pour que on soit heureux dans notre travail au quotidien. Alors, on comprend qu'il y avait quand même un service client aussi qui est particulièrement étudié. Alors, aujourd'hui, quelles que les entreprises pourraient reprendre de vous? Nous, ce qu'on conseille, c'est d'être authentique en toutes circonstances, d'être transparent en toutes circonstances. En toutes circonstances, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on est en difficulté sur un sujet, on le partage, on essaie de trouver des solutions ensemble. Authentique en toutes circonstances, c'est que on va toujours faire ce qui est dans nos valeurs, et puis vraiment considérer chaque humain en tant que tel. Et pas forcément s'arrêter à la fonction. C'est mon conseil. Et puis rester naturel, rester soi-même. Tout simplement, on a juste envie de travailler en étant soi-même et faire en sorte de mettre à l'aise la personne pour qu'elle puisse rester elle-même. Et maintenant, on va s'intéresser Mama. Ouais. Et c'est Mama qui rejoint la voiture. Qu'est-ce que ça leur a apporté personnellement? Ce que ça leur a apporté, je pense plusieurs choses, mais la première chose, c'est de l'ambition et l'opportunité de pouvoir se réaliser et de pouvoir contribuer à la société. Quand on rencontre une maman, la première chose, parmi les premières questions qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ? C'est même pas qu'est-ce que tu sais cuisiner, ça on verra par la suite, mais c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir finalement, quelle est ta raison d'être, quelle est ta mission, ton why, parce que c'est hyper important pour nous, les équipes Meet My Mama, et on sait que c'est important pour toute personne de pouvoir contribuer à la société. Et donc certaines vont nous dire, moi ce que j'ai envie, c'est que tout le monde puisse manger sainement. D'autres vont nous dire, je veux parler du rôle des femmes et de montrer qu'on peut être une femme chef. D'autres vont nous dire, pour moi, l'écologie, c'est hyper important. Je pense qu'on doit manger beaucoup plus végétarien et vegan. Et donc, je vais essayer d'apporter des recettes délicieuses et végétariennes pour sensibiliser un maximum de personnes. Et pour d'autres, c'est je veux montrer une autre image de mon pays ou des cuisines africaines, par exemple. Et donc, chacune, finalement, au fond d'elles, elles ont cette volonté de changer et de transformer la société. Et ce que leur apporte Meet My Mama, c'est d'avoir un espace pour faire ça. Un espace grâce à leur cuisine, un espace parce qu'on les met énormément en avant, on leur redonne la parole, pour elles qui parfois pouvaient être invisibilisées, et on leur donne le pouvoir d'avoir du pouvoir. Et c'est ça pour nous l'empowerment. Et vous avez également entendu parler d'empowerment durable. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle souvent de durabilité quand on parle d'écologie, mais nous, on parle d'empowerment durable dans le sens où on veut que ce qu'on met en place, ça ait un impact durable sur la maman. Si on lui permet d'être autonome, on veut qu'elle soit autonome sur des dizaines d'années. On veut que... En fait, on a créé toute une méthodologie d'empowerment qui fait que on arrive à transformer la vie de l'individu
pour que ce soit durable. Par exemple, dans notre méthodologie, on appelle ça les ingrédients de l'empowerment. On a de l'inspiration, donc on va créer des déclics. Et on sait que ce déclic-là, c'est ce qui va permettre à la personne, dans la durée, de rester motivée, engagée, etc. Et donc, on a dans cette méthodologie donc, de l'inspiration, de la formation, les compétences qu'elles vont acquérir, elles vont pouvoir les utiliser tout au long de leur vie, et ça c'est important, et de la formation de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement te former à pouvoir travailler en cuisine et être commis, on va te former à être chef pour te donner une perspective long terme de ta carrière. Et à certains niveaux aussi. Exactement, à très haut niveau. Pour qu'elles puissent se projeter à très haut niveau sur 5, 10 ans, 20 ans, etc. Dans notre méthodologie, ce qu'on apporte aussi, c'est de l'accompagnement de proximité et hyper personnalisé. Chaque frein que rencontre une maman, on se doit de le lever avec elle. Et ça fait partie finalement de l'impact social de Meet My Mama, où on va lever vraiment tous les freins socio-professionnels de la mama. On apporte une communauté hyper bienveillante dans laquelle elle se sente bien et dans laquelle elle contribue. Et puis on apporte surtout du revenu, du chiffre d'affaires pour qu'elles puissent faire grandir leur entreprise à elles aussi. Et pour le petit mot de la fin, quel message aimerais-tu faire passer à toutes les personnes qui aimeraient avoir de l'impact social, mais qui ont peur de ne pas y arriver? Je pense que la peur de ne pas y arriver, elle ne doit pas prendre le dessus. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout... en fait, quand je me pose cette question, j'ai plus peur de ne pas le faire et qu'on n'agisse pas collectivement, plutôt que d'agir et de me tromper. Parce qu'on peut toujours rectifier et c'est comme ça qu'on apprend, etc. Par contre, je me dis, mais imagine si collectivement on reste immobile et on ne le fait pas. C'est beaucoup plus dangereux que finalement d'essayer. Et la deuxième question que je me pose, c'est imagine si tu te lances, tu le fais et tu réussis. Imagine. Et cette question-là, elle est hyper importante parce que si je prends notre exemple très concret, je me dis, mais si on avait eu peur de se lancer et qu'on ne se serait pas lancé, on aurait laissé la place à des acteurs qui exploitent des personnes en cuisine, qui font de la malbouffe, qui détruisent l'environnement. C'est hyper dangereux de laisser faire ça. Alors que je me dis, mais imagine si tu réussis. Non seulement tu vas apporter une nouvelle manière de faire, mais tu vas pouvoir même en inspirer d'autres et embarquer d'autres dans ta mission. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, là, je pense à la DRH de Sodexo, qui est une personne absolument incroyable et hyper engagée. Aujourd'hui, on réfléchit à des programmes communs sur toute la France et à travers le monde pour permettre à plus de femmes d'atteindre des postes de chef, de proposer des recettes du monde et faites maison au sein de cette entreprise. Donc finalement, je me dis, mais imagine si tous ensemble on réussit. Et je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Merci Lubna de nous montrer que finalement nous avons tous des talents et que nous ne devons jamais l'oublier. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment. Et à très bientôt pour la suite.